Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle The Kitchen, très fidèlement traduit en français Les Baronnes. Parce que bien sûr, vous qui avez l'habitude de mater des versions originales, quand vous entendez les personnages dire I'm going to the kitchen, en fait, c'est salace, c'est dégueulasse. Ils disent qu'ils vont dans les baronnes. Bon, c'est vous dire si ça va loin, hein. C'est I'm in the kitchen. La prochaine fois que vous entendez ça, sachez, c'est vraiment vulgaire. Bon, bref. C'est un film réalisé par Andrea Berloff. Il est sorti le 21 août 2019 et je l'ai vu au cinéma en version originale. Oui, quand même, les titres français, traduire The Kitchen par les baronnes. Ah oui, c'est exactement ça. C'est tellement passé à côté du sens de renversement des valeurs que le titre original et le film cherchent à montrer que c'en est quelque part artistique. Il y a quelque chose là comme ça de... Waouh, quelle bonne idée, les baronnes, c'était exactement ça le bon titre. Bref, je vais arrêter de m'attaquer lâchement à la boîte de com qui a travaillé sur ce film 5 minutes pour pondre le titre français et qu'on a sûrement très très mal payé et mis dans de très mauvaises conditions pour faire l'affiche et ainsi de suite, donc... Et renvoyer la balle aux vrais responsables, les producteurs du film, qui n'ont pas soigné du tout la distribution en France. Mais le film est plutôt bien distribué, donc ce que je dis est un peu méchant. Mal communiqué certes, mais bien distribué, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais, on commence avec un petit coup de gueule, mais cette semaine je vais être un peu plus calme que la semaine dernière, avec Hérédité et Midsommar. J'ai pris 3 cachetons et j'ai pris une douche. Mais on va plutôt parler d'un film qui ne va pas rencontrer un gros succès pour le coup. Hein. The Kitchen, je pense pas franchement que ce sera un gros succès. Pour de bonnes raisons, honnêtement. Je pense pas que le film mérite d'être un succès extraordinaire. Et en même temps, c'est vraiment dommage parce que ce que dit ce film est très intéressant, je trouve. Mais on va commencer par le départ. Le réalisateur et la scénariste sont la même personne, il s'agit de Andrea Berloff, qui est une scénariste en vogue à Hollywood. Elle en est à son 7e scénario, produit avec plus ou moins du succès. Elle a été quand même dans le scénario de World Trade Center, le film d'Oliver Stone qui est très larmoyant sur le 11 septembre, et qui est franchement pas terrible avec Nicolas Cage en plus. Enfin bref, c'est vraiment pas top. Straight Outta Compton, dont je vais parler un petit peu plus après, qui est le film sur le biopic sur le NWA, le groupe fondateur notamment qui a lancé la carrière de Dr. Dre, Ice Cube avant qu'il devienne complètement acteur, et aussi Eazy-E, si je dis pas de c'est Eazy-D ou Eazy-E, je sais plus, bref. Et là aussi, le scénario de Bloodfather, dont je vais vous parler après, Sleepless, que je n'ai pas vu, qui est un film avec mon ami Jamie Foxx, et donc The Kitchen, qui est sa première réalisation, et où il a écrit aussi le scénario. Alors, comme je le disais avant, je n'ai vu de sa filmographie, j'ai vu World Trade Center, mais il y a longtemps, et ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, donc je vais fermer ma bouche, parce que je m'en souviens vraiment pas. Par contre, j'ai vu Straight Outta Compton et Bloodfather, et dans les deux cas, le scénario m'a paru plutôt solide, et ça a donné plutôt de bons films, puisque Straight Outta Compton est réalisé par, je crois, F. Gary Gray, si je dis pas de bêtises. F. Gary Gray qui a réalisé ensuite Fast and Furious, des choses comme ça, c'est un réalisateur plutôt efficace, c'est pas forcément du grand cinéma, mais c'est bien, ce qu'il fait, c'est bien foutu. J'attends de voir, je crois que je connais pas assez sa filmographie, il faudrait que je vois s'il a fait quelque chose d'un peu plus consistant, tenter quelque chose d'un peu plus fort que ça. Parce que, je vais vous parler de Straight Outta Compton après, mais Bloodfather, notamment, est un bon film, qui avait permis le retour en grâce notamment de Mel Gibson, dans une bonne petite série B, sous la direction de notre cocorico Jean-François Richet, que je ne présente plus, dont j'aime beaucoup le cinéma, le diptyque Mérine, le très bon remake de Assaut sur le Central 13, qui est vraiment bien. Qu'est-ce qu'il a fait de Jean-François Richet ? Bon, Ma Cité m'a craqué, ça a très très mal vieilli, donc maintenant on va peut-être mieux éviter, mais c'est un réalisateur vraiment intéressant, même si je crois que j'ai pas vu son dernier film, et j'avais franchement trouvé... j'ai fait un petit retour sur son film Un moment d'égarement, qui s'était un peu essayé à la comédie douce amère, comme ça, honnêtement, franchement, c'était pas terrible du tout. Bref. Je vous renvoie à ma petite critique de 2 minutes, c'était à l'époque où je parlais seulement 2 minutes, j'étais encore quelqu'un de raisonnable, mais tout ça c'est terminé. Vous savez très bien que vous aimez m'écouter parler pendant des heures de films dont vous aurez oublié l'existence dans la minute qui suit la fin du podcast. C'est pas grave, vous aurez quand même écouté le podcast, je vous en remercie. Bon bref, Mel Gibson et Jean-François Richet pour Bloodfather, c'était pour une série B honnête et justement plutôt bien écrite, pas révolutionnaire mais bien écrite. C'était une qualité du film, le scénario, je trouve. Je vous le déflore pas, j'en parlerai peut-être à l'occasion, et il est vraiment sympa en tout cas à découvrir. Et par contre, elle a obtenu aussi un prix pour le scénario de Straight Outta Compton, et là, comme je disais, c'est le biopic sur le NWA, Dr. Dre, Eazy-D ou Eazy-E, je sais plus, et mon copain Ice Cube, cube de glace, puisqu'ils ont un problème avec les cubes de glace et le thé glacé,
chez les rappeurs américains. Tout ça, c'est des vieilles références. Hein. Je suis en train de parler d'Ice-T, un mec que plus personne connaît. Bref, on s'en fout. Et donc, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi elle a obtenu un prix sur ce scénario-là. Parce que, bon, alors, faut être clair, le scénario est bon. Hein. C'est pas un mauvais scénario. Le film aussi est plutôt bien. Mais concernant le rapport du film à la réalité, c'est déjà beaucoup plus problématique. Je vais donner un exemple simple. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du NWA, c'est un groupe qui a vraiment lancé le gangsta rap aux États-Unis. Ils sont arrivés avec une chanson extrêmement populaire qui a été remixée en France par plusieurs groupes, notamment par NTM, qui s'appelle le fameux Fuck the Police, qui est voilà, leur grand tube qui est resté en histoire. Et ça a lancé bien sûr Dr. Dre et Ice Cube, qui étaient d'excellents rappeurs à l'époque et qui envoyaient du lourd. Et donc, le film retrace grosso modo leur arrivée au succès jusqu'au, spoiler, décès de Eazy-E, qui sera un des premiers rappeurs à choper le sida et à en faire grosso modo sur son... Je sais pas si lui le fait, lui le fait un petit peu, mais après sa mort, ça va devenir un peu un symbole des risques du sida et ainsi de suite. Enfin bref, il est mort trop tôt, blablabla. Je connais pas très bien leur carrière musicale, donc je vais fermer ma bouche, et je suis pas un grand fan de leur rap non plus, donc je vais rien dire. Mais grosso modo, c'est ça l'histoire du NWA, et ensuite Dr. Dre et Ice Cube, je sais plus s'ils vont bosser ensemble derrière, enfin bref. Le film se termine, Dr. Dre est en train de monter grosso modo son industrie, sa caste, et Ice Cube monte de son côté son rap et commence à être acteur, bref, blablabla. Donc ça c'est un petit peu l'histoire. Qui est pas mal racontée honnêtement, qui est assez intéressante, les morceaux de rap sont classe, les clips sont bien reconstitués, on se croirait vraiment dans... je sais plus d'où viennent du Bronx, écoute je sais plus, je vais dire des bêtises, enfin bref, on voit vraiment qu'ils viennent de quartiers difficiles, tout est assez concret, l'acteur qui joue Eazy-E est particulièrement bon, le fils de Ice Cube joue son propre rôle, et bah, c'est vachement bien, il est très crédible, on s'y croirait, c'est vraiment Ice Cube en plus jeune, c'est très bon, et l'acteur qui joue Dr. Dre aussi est très bien, je sais plus qui c'est, bref. Le film est vraiment pas mal, mais par rapport à la réalité, puisqu'à chaque fois que je vois un biopic, je vais chercher des infos sur Wikipédia, hein, et après je creuse éventuellement si ça m'intéresse, et là, il y a quand même plusieurs problèmes. Déjà, moi je connais pas forcément la vie de Dr. Dre, mais si vous ne le savez pas, Dr. Dre est connu pour avoir frappé ses compagnes régulièrement dans sa vie, hein, les histoires de violence conjugale, il a été, je crois, en procès quelques fois, je sais pas s'il a perdu, enfin bon, en tout cas, il a été plus ou moins connu pour frapper ses femmes, et le film le présente comme un petit copain sensible et non violent. Mais alors vraiment, on n'évoque même pas l'idée que ça pourrait exister. À tel point que quand j'ai lu le Wikipédia après le film, j'étais en mode « Ah oui, d'accord, en fait c'est plutôt un salopard et le film ne le présente pas du tout comme ça. » Alors, est-ce que ça s'explique parce qu'il est producteur du film ? Oui, c'est complètement ça, vous avez raison, c'est absolument ça. C'est un enfoiré qui a produit son propre biopic pour qu'on puisse pas venir, pour laisser comme trace, comment dire, à la descendance et au futur, l'idée que c'était tout sauf un frappeur de femmes, ce qui est absolument faux. Hein. Bref, déjà ça c'est un gros point faible du scénar. Honnêtement, elle a même pas réussi à le sous-entendre dans le film. Alors encore une fois, il est producteur, c'est difficile, blablabla. Nonobstant, lui donner un prix quand le scénario est visiblement mensonger sur un point important, ça se discute. Et je vous raconte pas comment le film modère notamment les orgies, qui ont fait aussi la renommée du gangsta rap, et notamment du NWA, et que le NWA a quelque part popularisé, en disant voilà, c'est super de devenir un star parce qu'on peut se payer des putes et des machins, et on peut traiter les femmes comme des biatchs, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment le NWA, des orgies avec des armes et tout, donc puisqu'ils étaient la chanson Fuck the Police était interdite, était vue comme une chanson très dangereuse à l'époque, parce que tout simplement, ils prenaient littéralement le retour aux armes et à la guerre civile, hein, donc c'était pas non plus anodin. Et je dis pas qu'ils avaient tort, hein. Le contexte américano-américain est déjà... noir-américain est déjà assez difficile comme ça. Sans dire qu'ils ont eu tort à un moment donné d'avoir besoin de se défendre. Hein. Si on a eu des mouvements comme les Black Panthers, puis ensuite, effectivement, le grand mouvement qui a suivi le gangsta rap et la violence qui a eu lieu entre la police et les gangs noirs américains au début des années 90, c'est pas que parce que les noirs sont des méchants criminels pauvres qui ont besoin d'aller sucer le sang des gentils wasps américains, hein, on est bien d'accord. Sortons de ce cliché tout de suite, hein, sortez cliché, sortez d'ici, bref. Elle a complètement modéré dans le scénario ces fameuses orgies, et même leur rapport aux armes, qui est montré assez frontalement dans le film, et finalement changé d'une sorte de blague comique, ce qui était clairement pas le cas. Je pense que Ice Cube, Dr. Dre et toute la bande à l'époque, ils se baladaient avec des grenailles dans leur froc, et c'est le minimum qu'ils avaient sur eux.
Et je pense que le film le rend l'aseptise de manière très maligne, notamment avec le rôle du producteur qui est joué par Paul Giamatti, qui est très très bon encore une fois dans ce film. Paul Giamatti, que je vous conseille dans l'excellent La jeune fille de l'eau. Oui, j'aime beaucoup La jeune fille de l'eau de M. Night Shyamalan, je trouve que c'est un excellent film. Et je ferai une vidéo dessus à tous ceux qui sont en train de s'énerver pour dire que c'est de la merde. Je vais vous calmer. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, ça m'a surpris donc qu'elle ait eu un prix pour ce scénario-là. Mais voilà, on va dire que bon, quand des points cruciaux sont si mal adaptés, peut-être qu'on peut aussi dire c'est un bon scénar, elle a fait le plus qu'elle pouvait, le film était produit par Ice Cube et Dr. Dre, bon, voilà, c'était plus facile de montrer Eazy-E et qu'il était mort du sida et que lui il avait fait des bêtises, entre guillemets, qu'il avait couché sans se protéger, nanani, comme si que eux l'avaient pas fait, qu'ils n'étaient pas passés au travers des mailles du filet de manière hyper miraculeuse. Bref, tout ça pour dire, mouais. Qu'ils lui donné un prix pour ça, bon, c'est peut-être un peu limité. Mais il faut admettre qu'elle a des scénarios visiblement relativement solides derrière elle, Andrea Berloff. En tout cas, elle écrit de bons scénarios, ça c'est toujours vrai, et la voilà donc à la tête de The Kitchen, un film avec une star de comédie populaire américaine, Melissa McCarthy, et la star montante Elizabeth Moss, notamment très popularisée par la série Handmaid's Tale, dont elle tient le rôle titre, dont elle tient le rôle principal, et elle est excellente dans la série, c'est vrai, mais qui s'est fait connaître à l'époque dans The West Wing. Et oui, je parle souvent de The West Wing, j'adore cette série que vous devez absolument voir, si vous ne l'avez pas encore vue, regardez-la. Vous allez apprendre plein de choses sur la politique qui sont passionnantes, de manière dynamique, c'est une super série, encore une fois, matez The West Wing. Et oui, j'ai dit il y a longtemps que je ferai une vidéo sur The West Wing, ça va venir. Je suis en train de m'organiser, j'ai un enfant de 2 ans chez moi, moi je travaille, hein. J'ai d'autres choses à faire. Non, je déconne. Ça me fout les boules de ne pas avoir encore sorti ces vidéos. Je me bats actuellement pour pouvoir les sortir, les faire, ne vous inquiétez pas, je me bats à fond, et à un moment donné, quand ça va démarrer, ça va être violent, comme on dit. Mais pour revenir à la base, Melissa McCarthy, sur un film féministe, il faut quand même souligner 2 choses. Oui, parce que j'ai lâché le mot, The Kitchen est plutôt féministe, de mon point de vue. Dans le bon sens, mais j'y reviendrai après dessus. Pourquoi je dis Melissa McCarthy ? Parce que Melissa McCarthy est notamment une actrice en vogue américaine actuellement. C'est la femme de plus de 40 ans, même de plus de 50, je crois, si je dis pas de bêtises, un peu ronde, dynamique, marrante, et ainsi de suite, qui a de la gouaille et tout. C'est une excellente actrice, il n'y a vraiment rien à dire. Et elle a fait un peu son faux de commerce là-dessus, et c'est un peu la star de ce type de film actuellement, et ça marche très bien pour elle aux États-Unis. Elle est un peu cantonnée à ces films-là, et on peut pas dire qu'elle ait fait grand-chose d'autre pour l'instant, mais en l'occurrence, elle est très connue pour ça, et il se trouve qu'elle était derrière le fameux projet maudit Ghostbusters SOS Fantôme, avec bien sûr son casting féminin en tête dont elle faisait partie. Film qui a été, je pense, injustement massacré. C'était pas un grand film, je l'avais vu, j'avais pas envie de sortir un blog dessus. C'était bien, mais c'était bien. Non, ça me faisait pas tellement rire, j'ai trouvé que le film était poussif. Mais de là à lui tomber dessus en disant c'est une honte, blablabla, Ghostbusters 2 à l'époque déjà était plus ou moins poussif aussi. Moi j'ai jamais sacralisé ni Ghostbusters 1, que je trouvais sympa, ni le 2, parce que le 2 était vraiment moins bon, hein, c'est connu, mais même le 1 je le sacralise pas, c'était un film sympa, mais c'est pas un film qui avait marqué mon imaginaire à l'époque, même si j'avais passé un bon moment devant, j'avais 9-10 ans quand je l'avais vu, bon, voilà, mais c'est pas un film qui m'avait marqué. Tout ça pour dire, j'ai pas trop compris ce délire des fans de tomber dessus en disant « Ah, un casting féminin, avec Donald Trump carrément qui s'y est mis, hein ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça allait très loin cette histoire. Et le film a donc eu une publicité dégueulasse, c'est plutôt cassé la gueule au box-office, j'ai pas maté les chiffres mais ça a pas l'air d'être top, à tel point qu'une éventuelle suite, qui pourtant paraissait évidente, a été tout de suite annulée. De là à penser que Melissa McCarthy, qui était un petit peu actrice-productrice de projet, l'a un peu de travers, et que ça lui a donné envie de faire un film histoire de dire en fait vous avez pas aimé notre Ghostbusters parce que c'était un film avec des femmes et donc je vais vous mettre un film féministe dans la gueule, possible, pas une idiote, donc je pense pas qu'elle le fait de manière complètement stupide, et le film étant intéressant, The Kitchen étant intéressant, elle ne l'a pas fait de manière stupide, mais de là à dire qu'il y a eu un lien de cause à effet, ouais, quand même on peut le voir, on peut l'imaginer quoi. Et ça me paraîtrait pas impossible d'avoir Melissa McCarthy en réunion qui dirait « Écoutez, puisque vous voulez jouer vos gros machos de cons, je vais faire un film où je défonce des mecs pendant tout le film, et en plus qui sera réaliste pour vous en mettre plein la gueule, de manière subtile et engagée. » Bah ouais, t'as raison Melissa, vas-y, pourquoi pas ? Si le film il est bien, on s'en fout nous à la fin. Et au fait, pour la petite parenthèse, Melissa, c'est pas... moi perso, c'est pas tant le fait qu'il y ait un casting féminin qui m'ait posé problème, c'est que le film était pas bon. Voilà, le film était pas bon.
C'est triste, mais c'est une réalité. T'as fait des films plus sympas avant, j'en suis sûr. Spy, par exemple, était tout à fait sympathique. Ghostbusters, c'était pas bon. Voilà, donc faut appeler un chat un chat. Fait des bons films, on dirait que c'est des bons films. Voilà. Hein. Fin de l'histoire. Et donc, au lieu de délirer avec ce monologue que Melissa McCarthy n'entendra jamais, tout d'abord, et avant de commencer la critique, le pitch. Donc, les années 70, Hell's Kitchen, à New York, évidemment. Leurs maris se font arrêter après un braquage, et Cathy, Ruby et Claire ne sont que très timidement soutenues par la mafia de leur époux. Poussées à bout, elles décident alors de reprendre le business laissé par leur mari en main. Ce qui évidemment ne plaît pas du tout aux hommes qui ont déjà repris ce même business. C'est un pitch court, mais je trouve que c'est pas la peine de déflorer le film, c'est sa base, elle est solide, voilà. Alors déjà, il faut le dire, c'est pas un grand film. Ou tout du moins, il a un vocabulaire, un rythme qui sont si contradictoires qui finit par ne fonctionner qu'à moitié dans le meilleur des cas. En fait, le film veut ressembler tellement à du Scorsese, période affranchie, les affranchis, Casino, tout ça, vous voyez le genre, tout en n'ayant pas compris l'importance du rythme global, que c'en est presque surprenant. Est-ce que c'est un film de scénariste qui oublie un petit peu que le film se passe aussi au montage ? Ouais, peut-être. Franchement, c'est possible. Je reviendrai là-dessus peut-être un peu plus tard. Non, mais même pas, c'est un fait. Le film a un rythme tellement monotone, mais je vais m'expliquer. Il y a tous les éléments d'un Scorsese movie dans ce film. Une histoire de rise and fall. Le rise and fall, c'est les personnages qui vont vers le succès, puis finalement chutent. C'est dans plein de films de Scorsese, Le Loup de Wall Street, Les Affranchis, Casino. Il y en a plein, mais je vais pas vous les citer. D'ailleurs, je les ai pas tous en tête. Il y a une reconstitution aussi vraisemblable, mais classe, de l'époque, des films d'époque. C'est très scorsésien, ça, d'avoir... On est complètement dedans, en termes de musique, en termes de visuel, en termes de couleur d'image, même on fait référence aux films de l'époque. Et les personnages ont une classe, mais laisse tomber, ils savent se saper, c'est un truc de fou. Ils sont splendides, quasi tous, sans exception. Donc voilà, c'est très scorsésien, ça aussi, comme vision, entre guillemets, du passé. Il y a presque une sorte de nostalgie, mais bon, faut bien comprendre qu'à l'époque, lui, il a vécu ça, c'était sa jeunesse aussi, donc ça s'explique. Des personnages forts et contrastés, c'est aussi très scorsésien et c'est présent. Le milieu des mafias, aussi bien glamour que violent et déshumanisé, ça c'est limite une carte de visite des films de Scorsese pendant un moment. Les musiques d'époque, pour ancrer le contexte, en utilisant les musiques de l'époque, narrées indirectement avec les paroles des chansons, pareil, c'est très scorsésien, et rythmé, façon ascension cool et chute tragique. Oui, parce que t'as des musiques cool pour lancer le truc, et t'as des musiques vraiment plus tragiques pour... appuyer une bonne fois la chute et le côté dramatique de la chose, ce que le film fait, entre guillemets, très bien. Mais, malgré tous ces éléments qui sont vraiment scorsésiens, il manque les passages lents qui prennent le temps de donner de l'importance, de la force aux séquences. Ça, c'est pas scorsésien, c'est dans n'importe quel film. Au moins, sur les séquences clés, il faut savoir prendre son temps. Et là... The Kitchen pêche vraiment par un souci d'efficacité quasi obsessionnel. Honnêtement, je me suis rendu compte pendant le film que tout allait trop vite. Ça fait presque bande-annonce au bout d'un moment, c'est gênant. Tout va trop vite, ou plutôt que tout allait à la même vitesse. Et ça, c'est un énorme problème au cinéma. En quelque sorte, tout rendre égal, c'est ne plus donner d'importance à rien. C'est ça qui, à mon avis, va tuer les Baronnes, The Kitchen. Le film est monotone et ne sait pas ce qui doit avoir de l'importance dans son propos. Et à mon avis, c'est vraiment dommage. Parce que ce film avait beaucoup de points forts pour frapper fort. Déjà, les histoires de Rise and Fall sont des bases, perso que j'apprécie beaucoup, mais même au-delà de ça, ce sont des histoires particulièrement ludiques à raconter. Elles ont toujours en elles le frisson des débuts, là, le désir du personnage d'aller haut, l'énergie et la violence de la conquête, qui sont vraiment hyper cathartiques et qui en général le proposent dans le film, et le désenchantement, voire le pessimisme de la chute, qui sont aussi des moments très forts et qui en général à ce moment-là on est tellement avec le personnage qu'on partage en quelque sorte cette émotion. Il y a des contre-exemples de ça. Je ferai une vidéo prochainement sur le Loup de Wall Street, pour parler à quel point ce schéma de rise and fall, je parlerai aussi de ça, est détourné de manière très subtile et fait en sorte qu'on partage quelque part le destin du personnage, mais qu'en même temps on se rende compte qu'il essaie de nous duper. Je reviendrai là-dessus, c'est un film extraordinaire, rien que pour ça, parce qu'il arrive à complètement
dynamiter ce schéma. Bien sûr, c'est de Scorsese qui dynamite du Scorsese, c'est vachement bon, mais pour de très très bonnes raisons. Il le fait pas de manière personnelle pour dire voilà, je sais le faire aussi, vous avez vu, je peux me foutre de ma propre gueule. Non, c'est pas ça. Je reviendrai dessus à l'occasion, bref. Le principe du Rise and Fall, c'est un découpage tertiaire simple et puissant que The Kitchen respecte malheureusement sans lui donner de l'ampleur. En général, en termes de découpage, les débuts et l'ascension dans le Rise and Fall movie, ça prend 50-60% du film, et la chute un peu moins de la moitié. C'est comme ça que l'on choisit de donner un peu plus de temps à la partie qu'on estime la plus importante, je mets de gros guillemets, mais moralement. En gros, plus il y a de chutes, plus les personnages méritent d'être punis. Ou plus la chute est violente et sèche aussi, ça peut être une manière de dire, voilà, ils méritaient vraiment la punition qu'ils ont eue. Je vous conseille de voir la fin de Casino, et notamment du personnage de Joe Pesci, pour en être convaincu. Casino étant vraiment un bon exemple de construction en Rise and Fall très réussi. The Kitchen ne fait, je trouve, aucun choix sur ce point, et du coup le film glisse là où il devrait savoir monter, chuter, sauter, trébucher, etc. En quelque sorte, son rythme manque de vocabulaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Son rythme manque de vocabulaire, de rythme. C'est trop monotone, trop évident, trop monocorde. Et c'est vraiment dommage parce que l'écriture, le jeu des acteurs, la BO et la mise en scène sont plutôt réussis. Les 3 actrices principales, mais aussi les rôles secondaires, sont globalement bien foutus. MacGyver et la Black font très bien le taf, mais je mettrais quand même Elisabeth Moss et son petit copain joué par Domhnall Gleeson au-dessus. Ils vivent une histoire avec une sorte d'humour noir et une sorte de violence froide qui fonctionne très bien, je trouve. Les meilleures séquences du film, je trouve les plus marquantes, viennent d'eux. Peut-être à cause de The Handmaid's Tale, j'ai un regard très positif sur Elisabeth Moss, mais honnêtement, même sans ça, il me semble que son jeu incarne parfaitement une femme profondément blessée par les hommes. Sa peur, sa colère, son besoin de violence, tout est crédible et fort, je trouve, dans son interprétation. C'est vraiment une grande actrice, j'espère qu'elle va continuer au cinéma parce qu'elle a vraiment quelque chose. Ajoutons à ça que l'intrigue est efficace, et même si le film a foiré son rythme global, les différentes résolutions sont justes et savent faire preuve de finesse. Je donnerai juste un exemple sans déflorer, mais le mafieux italien est en ce sens subtil et s'extrait de manière intéressante du cliché Tony Sopranesque du mafieux violent et misogyne. Enfin, vous voyez, James Gandolfini-like, hein, c'est-à-dire le mec qui essaie de se faire passer pour un gentil parce qu'il est une certaine bonhomie, mais en fait c'est un assassin froid, violent, qui a aucune valeur morale, enfin bref, qui essaie de faire croire qu'il a de la morale à ses enfants, mais qui les fait vivre dans un climat de violence constante et de mort et de meurtre. Enfin, c'est une horreur, ils ont du sang, toute la famille a du sang sur les mains, c'est dégueulasse. Si vous avez jamais vu The Soprano, évidemment, regardez The Soprano. Moi, j'ai eu du mal un peu à aller jusqu'au bout, je crois qu'il y a eu 6 saisons ou 7, je sais plus, 6 saisons, je crois. Et je crois qu'à la saison 4, j'en avais un peu marre. Je sais pas pourquoi, ça m'avait un peu... Notamment parce que la série était un peu lente. Elle a un peu vieilli à cet endroit-là. Mais rien que pour la fin, qui est hallucinante, mais vraiment, je vous conseille de voir cette série jusqu'au bout. La dernière saison est dingue, et la fin est dingue. Bref, je spoil rien, mais regardez ça, c'est génial. Mais ça reste une série sur le cliché du mafieux italien violent, misogyne, sans vraie subtilité, vous voyez quoi. Sympathique, vous voyez, ah maman, je suis sympathique, vous voyez le délire. Non mais c'est triste, mais c'est vraiment un peu ça, je caricature à peine. Quand vous matez en plus la version originale, il y a aucun doute sur le fait que ils ont un peu exagéré un petit peu ce que propose James Gandolfini, notamment dans les premières saisons. Après ça se calme un peu, il est plus un américain italien quoi. Mais les premières saisons c'est un truc de fou quoi, le truc sur la mama et tout, oh là là, bon bref. Peut-être que j'aurais fait une critique de Soprano à l'occasion, bref, on y reviendra. Mais donc le film évite ce cliché-là, et ça fait du bien. Le film sombre en fait j'ai trouvé dans aucun cliché de film de gangster, pour en proposer une vision vraisemblable, mais aussi sèche parfois. C'est donc encore une fois plutôt dommage, d'autant plus dommage, excusez-moi, que le rythme global soit à la masse à ce point, et arrive pas à sentir les moments forts du film, les moments où le film devrait s'arrêter et prendre son temps pour respirer. Et le film ne le fait vraiment pas assez. Il va beaucoup trop vite, et il sait pas laisser respirer ses plans ou ses séquences, il sait pas laisser respirer ses dialogues, ça va trop vite. Il y a plein de moments qui devraient vraiment prendre du temps. L'une d'entre elles notamment se fait agresser, et la résolution de son agression est beaucoup trop rapide, mais vraiment beaucoup trop rapide.
C'est vraiment en cut, à chaque fois on saute d'un moment à un autre, le film ne sait pas non plus gérer les choses dans le même espace, il y a une petite naïveté dans la mise en scène où je pense que Andrea Berloff a eu tendance à vouloir trop coller à ce qu'elle avait écrit, et résultat des fois on a des sauts spatio-temporels, entre guillemets, dans une même séquence qui sont pas nécessaires. C'est un exemple parmi d'autres d'une mauvaise gestion du rythme. À un moment donné, pour qu'une séquence puisse exister, il faut la laisser s'installer. Alors évidemment, le fin du fin chez les réalisateurs, c'est de faire un plan séquence où tu te dépalades dans tout un décor réaliste et tout machin. Donc on n'a pas l'impression d'être toujours dans le même séquence, mais en fait on l'est parce que tu as un plan séquence de fou, la caméra suit les personnages, bon bref, ça peut être un truc de fou, mais sans aller jusque-là, il s'agirait juste de gérer le découpage de sa séquence pour lui laisser le temps d'exister. C'est vraiment dommage. Vraiment, pour le coup, Andrea Berloff a une petite pépite en main, mais je vais revenir là-dessus ensuite. Parce que, en plus, il me semble que The Kitchen se veut un film féministe, et en quelque sorte, il est. Le point de vue est celui de femmes, traitées de manière assez juste, il me semble, comme des femmes des années 70, donc misogynie, patriarcat, violence sociale, violence professionnelle, violence monétaire, enfin, il y a la totale violence physique, violence symbolique. Elles se prennent le wagon en entier, tout le train. Hein. Là, vraiment, c'est hyper violent. Et le film choisit de leur donner de manière concrète du pouvoir. Et ça, je trouve que c'est bien. Elle gère tout simplement le business. Donc, tu as par exemple Tiffany Haddish, la Black, qui est vraiment confrontée à la question du business et du fric. Et tu comprends vraiment qu'elle prend cette place-là. Elle se trouve aussi à gérer tout simplement la communauté, hein, puisque c'est dans une communauté irlandaise. Mais le personnage de Melissa McCarthy étant irlandaise, étant vraiment ancrée dans cette famille mafieuse, tu sens vraiment que ça passe par elle, la gestion de la communauté, le fait que ça passe bien. Là où Tiffany Haddish est une noire qui a été très difficilement admise dans la communauté parce qu'elle s'est mariée avec grosso modo un des leaders du gang. Mais elle n'a jamais pu gérer le truc tout seul, c'est vraiment la gestion de la communauté irlandaise revient vraiment au personnage de Melissa McCarthy, et les actes violents, c'est vraiment Elisabeth Moss qui va devoir le faire. Donc elle gère tout simplement mieux que leur mari a eu 3 en se séparant grosso modo le business comme ça, et ça fonctionne très bien. Je trouve qu'on peut y croire, parce qu'elles arrivent à franchir un cap à chaque fois dans chaque domaine qui leur donne une assise que leur mari n'avait pas. Et sur cette base solide, le film développe leurs différentes histoires sous un prisme trop rarement traité au cinéma. Grosso modo, le film dit bien, que se passe-t-il quand des femmes essayent de renverser l'ordre patriarcal établi? Et ça, je trouve que... Excusez-moi, j'ai ma fenêtre qui est ouverte parce qu'il crève de chaud et on entend un petit peu un hélicoptère. J'espère que ça vous dérange pas trop. Je vais mettre de la musique derrière. Hein. Pour la petite parenthèse, je vais bientôt arriver avec des musiques originales qui sont les miennes, tout simplement. Je suis un guitariste d'une médiocrité horrible, probablement un très très mauvais guitariste. Mais au moins derrière, vous aurez une musique, je pense, qui gênera pas trop, qui fera juste ambiance. Et je pense que ça passera. Et au moins, ça évitera que je me fasse striker des vidéos parce que... grosso modo, la musique m'appartient pas, ce qui est tout à fait vrai. Bref, petite parenthèse que je ferme parce que ça n'a pas grand intérêt. Comme je disais donc, que se passe-t-il quand des femmes essayent de renverser l'ordre patriarcal? Et là encore, je trouve que le scénario est bon parce qu'il est en nuance et en finesse. Aucune histoire n'est évidente. Je disais avant que Melissa McCarthy faisait un petit peu sa revanche féministe après Ghostbusters, oui, mais elle est bien faite parce que c'est bien écrit. Le personnage de McCarthy notamment est confronté au retour d'un mari qui est aimant, dont elle veut le retour, et donc du coup c'est un peu bizarre de lui avoir pris son business, ça crée forcément une relation étrange, surtout dans l'état d'esprit patriarcal, mais je vous laisse découvrir en quoi dans le film. Tiffany Haddish, donc la black entre guillemets du groupe, c'est toujours considéré comme une noire parmi les blancs, et donc on voit clairement comment elle essaie de retourner ça, et Elisabeth Moss est une femme qui était battue, et qui donc renverse violemment son ex-copain et doit quelque part sortir de cette image de femme battue dans laquelle elle-même elle s'est mise. C'est très très beau, ça, c'est une très très belle séquence où évidemment la société patriarcale l'a vraiment tellement violentée physiquement mais surtout psychologiquement qu'elle est convaincue au bout d'un moment, elle le dit elle-même, de devoir être une femme battue et violentée. C'est vraiment très fort parce que c'est l'horreur du mécanisme patriarcal, social, global, qui est très bien dit à cet endroit-là. Il y a d'autres films qui le disent, mais j'aime l'idée que elle renverse, elle se contente pas seulement du constat, mais elle renverse ensuite les choses, durant le film. Toutes les 3 veulent retourner, grosso modo, le patriarcat pour différentes raisons, et ça marche vraiment. Mais la résolution de leurs intrigues et leur de volonté est loin d'être évidente, comme l'exemplifie bien le rapport de Tiffany Haddish à son mari, qu'elle aime visiblement, mais dont elle doit fuir le désir de contrôle pour enfin s'affirmer.
le fait qu'il soit encore archaïque, entre guillemets, dans son rapport à sa femme, ne lui permet pas de rester avec lui, alors que visiblement elle l'aime encore. Et ça, c'est très réussi, je trouve, c'est très subtil. J'ai à peine spoilé, vous verrez, ça fonctionne bien, ça. Encore une fois, comme le film va trop vite, on a trop peu le temps d'apprécier ses finesses. Mais quel dommage. L'écriture est sensible et de grande qualité. The Kitchen aurait pu être un film féministe de qualité, hein, franchement. Hein. Opportuniste, certes, encore une fois, le film est produit par Melissa McCarthy. Comme je disais, il y a un petit retour de Ghostbusters, mais pas seulement. Elle n'avait jamais fait autre chose que des comédies sans réelle revendication jusque-là. Ça revendiquait un petit peu, mais c'était vraiment très secondaire. C'était d'abord et avant tout des comédies populaires. Là, pour le coup, on sent qu'il y a un petit côté MeToo qui est passé par là, et que ce qu'elle s'est pris sur Ghostbusters lui a ouvert les yeux, elle s'est dit, bon, allons vers autre chose. Alors, je me suis trompé, elle ne produit pas le film, mais le fait qu'elle soit à la tête d'affiche de ce film-là, après Ghostbusters, parle malgré tout de ça. Donc oui, c'est un peu opportuniste, c'est clair. Mais c'est important quand même, malgré tout, parce que, quelque part, c'est le premier film mafieux populaire à avoir un point de vue exclusivement féminin. Il y avait eu des films par le passé un peu là-dessus, mais c'était toujours un petit peu la même chose. Les femmes restaient dans une manière de se venger qui était très féminine, très dans le mauvais sens du terme. Hein. C'était vraiment le côté je me venge parce que c'est viscéral, et le business, tout ça, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est le sang. Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui sont très très caricaturales, qui ont un point de vue très caricatural sur le féminin, et qui étaient souvent la source. Je me souviens plus il y avait un film mafieux avec Nastasia Kinski notamment, qui était finalement un téléfilm, où grosso modo, c'est 4 femmes qui font partie d'une famille mafieuse, les hommes se font tuer, et elles décident de se venger en infiltrant l'autre famille et tout ça. Bon, je vous passe les détails. Tout ça pour dire, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y avait essentiellement des histoires de ce genre-là. C'était souvent des personnages qui n'avaient pas d'autre qualité que de se venger, d'être dans le viscéral, comme si que les femmes n'arrivaient pas à se modérer et à dire ok, il y a quand même du business, on va peut-être s'occuper des enfants. Vous voyez, c'était un peu absurde. Et donc du coup, avoir un film comme The Kitchen qui reprend le point de vue mafia, mais d'un point de vue vraiment féminin, pour retourner le système patriarcal, non seulement c'est bien vu, mais je le dis, c'est bien fait. C'est bien écrit, et ça fait du bien. Et on a besoin, il me semble, de ce genre de film régulièrement. Ça apporte quelque chose à l'histoire du cinéma, et ça permet d'ouvrir des portes. J'espère qu'ils vont continuer à s'ouvrir plus grandes, parce que c'est intéressant, ça donne des bons films, bien écrits, ça peut donner d'excellents films même. Je suis obligé de le dire, The Kitchen n'est pas un bon film, mais je reviendrai là-dessus. Après, concernant le montage, peut-être, je ne pense pas, mais peut-être que la production voulait faire un film plus court, très rythmé, pour être sûr de toucher le plus grand public possible. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que notamment, les blockbusters, si on prend l'exemple des blockbusters avec des femmes en tête d'affiche, ça fait généralement des flops. Captain Marvel et Wonder Woman étant de grandes exceptions. Pour l'instant, j'insiste là-dessus. Alors, The Kitchen n'est pas un blockbuster, mais les prods sont toujours fébriles avec les films à thème entre guillemets masculin, les films de gangsters, les films de guerre, etc., mettant en scène des personnages principaux féminins. Souvent, ça crée un désamour, une désaffection du public par rapport à ces films-là qui sont moins vus, tout simplement. Et ça expliquerait peut-être un peu ce montage un peu rapide, un peu bande-annonce, un peu sans respiration, qui, je trouve, étouffe réellement le film. C'est possible. Je pense pas, mais c'est possible que le film se soit déroulé comme ça. Après, c'est vraiment dommage, parce que The Kitchen aurait pu être le premier très bon film féministe populaire. Loin du vide de The Captain Marvel, de la superficialité sur le sujet de la femme de Wonder Woman, ou même du cliché de femme forte parce que je suis torturé, d'une série comme The Handmaid's Tale. Oui, alors, calmez-vous tout de suite, calmez-vous, posez vos flingues, ok ? Je vais m'expliquer. The Handmaid's Tale, c'est une très bonne série, j'aime beaucoup la série, mais les personnages de femmes fortes, subissant les pires outrages, très souvent sexuels d'ailleurs, hein, quand même triste, hein, soi-disant sur des films qui doivent dénoncer des choses, on a souvent droit à la scène de viol, bien graveleuse, bref. Donc, les personnages de femmes fortes subissant souvent les pires outrages, avant de retourner la situation dans les dernières minutes ou dans les derniers épisodes, c'est devenu aussi avec le temps un cliché de film de femmes, malheureusement. Et pourtant, j'insiste, The Handmaid's Tale en fait c'est un très bon exemple réussi de ce prototype-là. Mais c'était aussi un cliché qui avait souvent tendance à pourrir un petit peu les films sur les femmes en les créant toujours ce truc un peu elles sont outragées, elles se vengent, elles sont outragées, elles se vengent, et on n'allait pas au-delà, entre guillemets. Ça a donné lieu à d'excellents films, hein. I Spit on Your Grave, c'est bien puissant, hein. C'est très violent. C'est une série B, mais ça a encore beaucoup de force dans son message.
Et c'était très féministe dans son fond, en fait. Même si c'était très graveleux, malheureusement. Puisque le problème de I Spit on Your Grave, par exemple, c'est que la scène du viol où elle se fait violenter dure des heures, et quand elle se venge des gars, c'est très rapide. Donc voilà, vous voyez un peu le truc, quoi. C'est toujours un petit peu limite de dire non, mais je dénonce le viol, mais je vais vous laisser vous rincer l'œil, bande de dégueulasses pervers dessus, vous voyez. Ouais, faut peut-être envisager des systèmes de mise en scène un peu mieux réussis que ça. Hein. Je vous parlerai à l'occasion de Balade entre les tombes, qui a un générique d'intro très glauque. J'ai une série de vidéos que j'ai envie de faire qui s'appelle The Sequence, où je parlerai juste de moments de film comme ça pour vous expliquer, partager avec vous ce qui m'a plu dedans. Et le générique de Balade entre les tombes, un film avec Liam Neeson notamment, est très intéressant à ce moment-là, très glauque, très violent, et évoque justement le viol. C'est très 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 violent, je reviendrai à l'occasion là-dessus. Donc, The Kitchen aurait pu être un très bon film. Perso, j'apprécie ce que dit The Kitchen, parce qu'on a besoin de voir ça dans plus de films. Les hypocrisies du patriarcat qui, encore aujourd'hui, justifient les pires choses. Les violences telles que le viol conjugal, par exemple, ou encore la valeur sociale toujours cloisonnée au genre auquel on appartient, etc., etc. C'est toujours beaucoup plus difficile de choper du travail en étant femme qu'en étant homme, d'avoir un salaire équivalent à ce qu'on fait comme travail en étant femme qu'en étant homme, etc., etc. Alors on est d'accord, hein, The Kitchen rate le coche. Mais rien que pour la subtilité de son écriture, je suis content de l'avoir vu, je suis content de vous le proposer, et je serais content que vous alliez le voir. Je vous préviens, c'est pas un grand film, il est malheureusement pas réussi en termes de rythme, mais ce qu'il dit sur le fond et comment il le dit est assez original et assez bien vu pour mériter 1h30 de votre temps. Et j'espère que ça donnera des idées aux producteurs de ce film et à la réalisatrice pour continuer des films comme ça sur ce thème-là, parce qu'on n'en a pas assez et c'est très intéressant. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, toute la totale. Hein. Commentez sur Twitter, Facebook, YouTube et autres, parce que c'est votre point de vue qui m'intéresse le plus. Vous pouvez liker, partager, bien sûr, ça aide à ce que la chaîne soit vue et c'est très très cool. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est votre point de vue. Donc n'hésitez pas à me le donner. Si vous n'avez pas aimé The Kitchen, par exemple, je serais curieux de savoir pourquoi. Et on sera peut-être d'accord d'ailleurs, comme je viens de vous l'expliquer. Merci encore beaucoup pour votre écoute. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, à bientôt, ciao ciao.